Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère avec l'écrivain algérien Amin Zaouie, ex-cible de l'islamisme. Zaouie reste très libre dans ses livres et le prouve à chaque ligne de son dernier roman, L'enfant de l'œuf au serpent à plumes, un face-à-face à deux voix et en deux langues entre un maître, Mouloud, et son chien, Haris. Mouloud voudrait qu'Haris apprenne le français, ce qui serait une occasion historique pour lui de savourer les spectacles de Gad Elmaleh. Haris préférerait l'arabe, la langue nationale et officielle du paradis. Amin Zaouie est libre aussi dans son corps, tout comme la russe Slava, interrogée sur son goût de l'enfance par Anne Bonneau. Elle a tout oublié de sa période soviétique, mais elle se souvient très bien de sa folle jeunesse californienne. Le Speak French de Jean-Marie Chazot aura lui des accents arabisants, d'alcool à zénith en passant par divan. Le Maghreb prend ses aises dans la langue française. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Amin Zaouie. Bonjour Dominique. Il est énormément question de vos deux langues de parole et d'écrit dans votre roman L'enfant de l'œuf. Est-ce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, où vous vivez, le français et l'arabe sont deux langues ennemies ? Ennemi, c'est pas le mot, mais je crois qu'il y a quand même une vie commune entre les deux langues. Il y a de passage de l'arabe vers le français, du français vers l'arabe. Il y a ce que j'appelle toujours une algérianisation de la langue française, c'est-à-dire comment les Algériens prononcent, comment les Algériens utilisent, comment les Algériens usent de cette belle langue qui est le français. Bien sûr, il y a toujours des mots qui glissent dans le français venant de l'arabe ou du berbère. C'est une langue qui est très présente dans la langue française. Je veux dire que la langue française est une langue hospitalière, c'est-à-dire elle accueille ces voix multiples qui viennent du berbère et de l'arabe. Est-ce que vous diriez, comme votre compatriote Kateb Yassine, que le français est le butin de guerre des Algériens ? Certes, c'est une expression qui revient souvent en parlant de la langue française de la part du grand écrivain Kateb Yassine, mais pour ma génération, c'est autre chose. Mon rapport à la langue française, c'est pas une guerre, mais plutôt c'est une aventure, mais en même temps, c'est une colonisation. Je suis en train de coloniser cette langue, cette belle langue. Donc c'est un retour de manivelle finalement avec le français ? Tout à fait. Notre génération a appris la langue française en Algérie indépendante. Moi, je suis le produit de l'école algérienne. Je peux dire aussi que cette langue... Et votre enseignement, il s'est fait dans quelle langue justement ? Dans les deux langues, c'est le français et l'arabe. Et pourquoi est-ce que vous avez écrit ce roman-là en français alors que vous en écrivez d'autres en arabe ? Ça dépend de ce dont vous parlez ? Non, je pense que c'est un état second de l'écriture. L'écriture, on ne pense pas est-ce qu'on va écrire de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est une expérience un peu intérieure et psychologique. Quand je commence le livre de droite ou de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors de droite à gauche, c'est en arabe et de gauche à droite, c'est en français. Exactement. Là, dans l'enfant de l'œuf, c'est la langue française et c'est imposé psychologiquement et en même temps, c'est les univers qui impose en quelque sorte la langue. Et autre pourquoi est-ce que ça s'appelle l'enfant de l'œuf ? L'enfant de l'œuf parce que d'abord c'est quelqu'un qui vit un peu en solitude. Et, à part ce chien qui est magnifique, qui est un philosophe, qui raconte c'est l'autobiographie d'un chien, mais en même temps c'est l'autobiographie de son maître Mouloud. Ceci dit que le personnage, il est né d'un œuf, c'est-à-dire il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il se trouve comme ça, mais en même temps c'est l'étranger qui va le consoler. On va trouver le personnage syrienne Lara qui arrive exilée, une chrétienne exilée en Algérie, qui va le mener dans la vie, et puis c'est le chien et l'étrangère qui sont les papas et les parents de cet enfant de l'œuf. Alors si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Amin Zaouie, Corinne Alexia Dabo a sa propre vision de notre invité, mais elle est évidemment en coupé-décalé. Qui ne connaît pas Amin Zaouie ? Ah bon, vous ne le connaissez pas ? Eh bien, Amin Zaouie, un alphabet à lui tout seul, entre le A de son prénom et le Z de son nom, considère les 5 lettres qui composent le mot identité comme les 5 barreaux d'une prison. Amin Zaouie s'est mis en roue libre depuis qu'il a échappé à un attentat à la voiture piégée.
Dans son dernier livre, le narrateur est tantôt un homme Mouloud, tantôt son chien Haris. Ils sont tous les deux des SNP, des sans naissances précises, mais ils sont tous les deux nés le 25 novembre, comme Amin Zaoui lui-même. Ce provocateur né concentre-t-il son identité dans son jour anniversaire parce que le 25 novembre, alias le 5 Frimaire, était le jour du cochon dans le calendrier révolutionnaire. Le jour du cochon dans le calendrier révolutionnaire, en quoi Mouloud et Haris sont-ils des sans naissances précises alors qu'on connaît leur date de naissance, la même que la vôtre, le 25 novembre, qui est aussi pas seulement le jour du cochon, mais le jour des Catherinettes, soit dit en passant. Je pense que je me suis vu dans Haris en quelque sorte. Le prolongement de Mouloud, c'est Haris, et le prolongement de Haris, c'est le Mouloud. J'ai essayé dans ce roman d'écrire un petit peu l'humanisme dans l'animal, dans la bête, et en même temps la sauvagerie et la bestialité dans l'être humain. On traverse une période où la bestialité, c'est pas uniquement, ne vient pas de l'animal, mais plutôt vient de l'être humain. Alors Corinne Alexia Dabo faisait allusion à vos déboires avec les islamistes, pour ne pas dire plus. Vous avez dû vous exiler d'Algérie en France, de 1990 à 2000, après une tentative d'attentat contre vous. Dans votre dernier livre, vous ne vous assagissez pas. À plus de 60 ans, vous avez toujours envie d'agiter un chiffon rouge sous le nez de vos adversaires? Absolument. Moi, je baisse pas les bras. Je considère toujours que les islamistes, c'est des nazis, c'est du nouveau nazi qui mènent la vie à l'enfer. Et puis aussi, c'est la culture de la haine, c'est la culture contre tout humanisme. Et je considère que l'ennemi numéro un de l'humanité aujourd'hui, c'est l'islamisme. L'islamisme reste toujours un ennemi de l'amour, un ennemi de l'autre, un ennemi de la culture, et en Algérie, un ennemi aussi du français, de la francophonie. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir en danger de nouveau aujourd'hui ? En danger, je ne sais pas, mais je mène toujours avec beaucoup de menaces, de lettres qui m'arrivent souvent, des messages de menaces, de mort, mais je continue toujours mon combat à travers mes chroniques aussi dans le journal Liberté en Algérie, et puis aussi à travers mes écrits en tant que roman. Et vous êtes prof de littérature maghrébine à l'université d'Alger, on peut y parler de tout devant les étudiants ? C'est un courage aussi, parce que l'université, c'est pas facile de donner une conférence, j'allais dire, courageuse, dire tout ce qu'on peut dire, défendre les idées progressistes et modernistes, c'est pas facile avec l'environnement qui règne dans l'université algérienne, qui relève de la médiocrité. Je vous laisse nous donner en arabe le titre original de cette chanson de Cheikha Remiti, interprétée ici par Cheb Khaled, et que vous citez dans votre livre. Oui, c'est le Guet Noir, c'est une belle chanson de Cheikha Remiti, et puis aussi elle a été reprise par Cheb Khaled et puis par d'autres artistes. Je crois que Cheikha Remiti reste une star, une diva de la chanson algérienne, et aussi une dame très 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 courageuse. Le titre traduit, c'est « La bière est arabe et le whisky est occidental ». Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire pour signaler un petit peu que le whisky c'est occidental, et puis c'est la bière, c'est local, c'est un petit peu les petites gens qui boivent la bière et les autres qui boivent le whisky. Alors en fin d'émission, Jean-Marie Chazot nous rappellera que le mot alcool est arabe, la pratique ne l'est pas. Parler d'alcool en pays musulman, c'est aussi une provocation de votre part ? Je ne pense pas une provocation, mais c'est une réalité. Vous savez qu'il y a en Algérie, je crois dans le monde arabo-musulman, la culture de l'hypocrisie. L'Algérie est un pays
consommateur, peut-être parmi les En premiers, douce. le premier pays consommateur, parmi les premiers pays consommateurs de l'alcool. Mais il n'y a pas de bar. Mais il y a quelques dépositaires qui vendent de l'alcool. Moins de bars. Je crois que mais le peuple algérien, c'est un peuple de fête, c'est un peuple de l'art. Alors c'est pour ça que vous donnez à votre chien un nom de bar, Harris, comme le Harris Bar, Peut-être. ou un nom de pain de mie d'ailleurs. Mais lui, il n'aime pas tellement son nom, Harris. Il n'aime pas son nom, il cherche un autre nom, il cherche même le mien. Ami, il est en quelque sorte jaloux de moi, et puis aussi, il cherche un autre nom plus local, comme Mouloud ou l'Akhtar ou d'autres noms. Et il est beaucoup question de chansons dans votre livre, alors non seulement celles qu'on vient d'entendre, mais aussi bien Beko, Gilbert Beko, Oui. Koum Kalsoum ou Bob Dylan. En musique, vous avez des goûts très éclectiques, Amin Zaoui. Je suis plutôt soit dans le raï en Algérie, ou bien dans les classiques, dans la chanson française. J'aime bien la chanson française classique, Brassens, Brel, etc. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie d'Amin Zaoui, dont le dernier roman L'Enfant de l'œuf met en scène un Algérois de 48 ans, Mouloud, qui partage depuis 8 ans son appartement avec son caniche, Harris. Mouloud partage aussi des bouts de vie avec sa maîtresse, Lara, une chrétienne de Syrie, et va enterrer sa belle-mère, Sultana, dont il était devenu l'amant le jour de la naissance de son unique enfant, Tanila. Une vie agitée donc, tout comme celle de Slava, rencontrée par Anne Bonneau pour son goût de l'enfance, mais qui préfère lui parler en version bilingue de la période où il brûlait sa chandelle californienne par les deux bouts. Quand j'ai arrivé à Californie, mon âge 20 ans, et vous regardez mes photos, j'ai très très belle, très très belle. Et j'ai voulu apprendre tout le monde, tout. I was greedy for life, parce que à Rousse, c'est comme prison. Et j'ai arrivé dans Hollywood in 70s. Beaucoup de personnes qui travaillaient en ciné, en musique, parce que Los Angeles, c'est le centre de musique. Des gens qui sont très, très, très intéressants. Le person fait whatever they wanted and they never got sick. There was no AIDS, there was no nothing of that. It was love for all. It was so much fun. Beaucoup de joyeux. Talking about freedom, liberté totale. Quand vous avez 20 ans, pas stupide, libéré. You do whatever you want. Right? Sweetheart, when you're 20 and you're gorgeous, okay? That's the place where you guys fucked for the first time, right? Beaucoup de cocktails, beaucoup de cocaine. Did you ever see cocaine on a tray? I did. Le top. C'est très bizarre. Je ne touche pas narcotique parce que je sais que si je touche, j'aime beaucoup et c'est pas bien. Oui, c'est vrai. You're welcome. Why don't you eat? You like the crab salad? Oui, je ne vais pas vous demander, Amin Zaoui, de finir la salade de crabe que laisse Anne Bonneau dans son assiette. Nous allons revenir à votre goût de l'enfance, mais d'abord celui du chien, Harris, dans votre roman L'Enfant de l'œuf, qui est le goût de toute sa vie. Hein. Il ne mange que du poulet rôti. Mouloud se laisse mener par le bout du nez par son chien parce qu'il lui donne ce poulet rôti. Oui, c'est... D'abord, il faut que je le dise, que c'est aussi un hommage à mon chien. Vous avez un chien. J'avais un chien, il est parti, et on a vécu ensemble 12 ans. Il était nourri au poulet rôti. Exactement, il était nourri au poulet rôti pendant toute cette
presque toute sa vie. Il aime ça à côté. Il n'aime pas les croquettes, il n'aime pas je sais pas, d'autres aliments, mais il préfère toujours Donc il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire plaisir pour vous. Absolument. Alors votre livre est construit en chapitres très courts avec des titres qui ne le sont pas moins, comme La voisine, La langue, Les rides du chien, mais le chapitre le plus court est intitulé Camembert. Il tient tout entier dans cette phrase « J'aime le camembert ». Ouais. Ça ne souffre pas d'autres commentaires ? Si, exactement. Après le poulet, le chien aime le camembert. Et moi aussi, j'aime le camembert. C'est comme ça. C'est une faiblesse envers ce fromage. Enfant, qu'est-ce que vous aimiez manger à Minzaoui ? Oh, j'ai pas de préférence. J'aime bien le plat populaire, c'est le couscous. J'aime bien le prendre en famille, en grande famille. C'est pas uniquement pour manger, mais aussi c'est réunir la famille, et puis autour de ce plat, c'est aussi échanger beaucoup de contes, beaucoup de récits, beaucoup d'informations, de nouvelles des gens, etc. C'est le plaisir de manger, mais c'est le plaisir aussi de la table. Et est-ce que vous avez aimé votre enfance ? Oui, absolument. J'ai aimé mon enfance. Je suis né dans une famille où le père était notaire. La maman, il était analphabète, mais il était une très grande conteuse, mais en même temps, il était chanteuse. Elle chantait magnifiquement, elle dansait aussi magnifiquement. Et je crois que je suis le frère de sept sœurs. Sept sœurs, oui. L'unique garçon ? Non, je suis pas l'unique, mais je suis né avec 7 frères de 7 sœurs, et je crois que c'était pour moi une vie paradisiaque, vivre avec ces belles sœurs qui faisaient un petit peu la fête dans la maison avec ma mère. Je crois que j'ai passé une vie, une enfance magnifique. Et est-ce que vous avez aimé l'enfance de vos enfants ? C'est un peu l'enfance de mes enfants. Ça a été traversé par les événements d'Algérie. C'était très 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 dur. Et ils ont quitté l'Algérie. Nous avons quitté l'Algérie ensemble. Mon fils Hazar avait 3 ans. Les deux, ils avaient 7 et 6. C'était une blessure. Et jusqu'à maintenant, ils sont un peu, en quelque sorte, ils ont manqué leur enfance. Vous savez que vous avez signalé au début de votre présentation que j'étais victime d'un attentat à la voiture piégée, et j'avais avec moi ma fille Lina, qui est maintenant chanteuse. Elle aussi, elle chante. Son dernier clip, il a été tourné à Las Vegas. C'est maintenant Lina Doran. Il est devenu chanteuse, mais elle se souvient toujours de cette enfance, j'allais dire, blessée. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est fort, hein ? C'est fort, et c'est dans votre chapitre, Jacques Brel, on y retrouve, retranscrit exactement ce couplet-là, de « Ne me quitte pas ». Mouloud dit qu'il l'aboie magnifiquement, parce qu'il y a un côté un peu trop aussi dans ses paroles, un peu exagéré finalement. Je crois que c'est, quand j'écoute Jacques Brel, je sens que c'est quelqu'un qui déguste la langue française d'abord, la poésie française. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, il est très très bien aimé à Alger. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Et de temps en temps, je regarde des enregistrements où il a donné en 61, je crois que c'était le premier chanteur français qui est venu juste après l'indépendance et qui a donné un récital à Alger. Mais c'était vraiment quelqu'un
il reste toujours quelqu'un parmi les plus aimés en Algérie. Voilà, c'est un Français qui était belge, comme la Oui, plupart oui, des oui, grands oui. Français Ouais, d'ailleurs. ouais. Mouloud et son chien Haris se parlent en silence, ce qui évite au passage de se demander en quelle langue ils le font. L'idée, c'est qu'on ne se sent jamais aussi bien compris que par quelqu'un qui ne peut pas nous comprendre, Amin Zaoui. Oui, je crois que le rapport linguistique, si je peux dire, entre Haris, le petit caniche, et son maître, c'est pas uniquement la langue grammaticale, mais aussi la langue spirituelle. C'est regarder quelqu'un, il peut parler sans utiliser le mot. Et là, le chien il comprend Mouloud sans que Mouloud parle, et la même chose, Mouloud comprend son chien. C'est-à-dire les langues aussi, c'est ce que nous ne parlerons pas. C'est-à-dire ce qui n'est pas dit, c'est aussi très important dans la langue. La vétérinaire martiniquaise Françoise Rose-Rosette, rencontrée au dernier festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, qui portait sur les territoires humains et mondes animaux, nous disait qu'il n'y avait pas chez les chiens de races plus méchantes que d'autres. Je pense qu'il y a des races qui ont été soigneusement sélectionnées dans tel ou tel but. Alors, il y a des chiens de chasse qui ont été sélectionnés et qui chassent. Et puis, il y a des chiens qui ont été sélectionnés pour contrôler les bovins, par exemple. Ce sont les dogs de Bordeaux, ou d'autres pour contrôler d'autres personnes. Et il ne faut pas s'étonner que ces chiens-là aient des capacités à être plus dominants, parfois plus agressifs que d'autres. Mais ça, la pierre va dans le camp des humains, davantage que des chiens qui n'ont pas demandé à être sélectionnés. À propos de votre caniche, Haris, vous parlez aussi de race de chiens avec cette précision à chaque fois, je n'aime pas le mot race. Ouais. Alors comme on ne sait pas quand il faut vous prendre au mot et que l'on connaît par ailleurs le comique de répétition, on ne sait pas quelle est votre intention en répétant cela à chaque occurrence du mot race. Vous savez, Dominique, je déteste le racisme. Et le racisme, c'est la création la plus bête de l'être humain. Et quand je vois ce mot race que je n'aime pas, rattaché ou collé à l'être humain, c'est comme ça me frappe. Il existe beaucoup le racisme aujourd'hui dans l'Algérie contemporaine ? Si, il existe le racisme. De qui envers qui ? Il existe envers les Noirs. Et d'ailleurs, j'ai fait un article sur le noir vu par les musulmans. Il reste encore les traces de la culture de l'esclavagisme. Arabe, dans des traites arabes. Exactement. Dans l'inconscient, elle est toujours là. On n'est pas encore libéré de cette culture de l'esclavagisme et du racisme qui est présente, il faut le dire, mais en même temps, il faut le combattre. Haris, on l'a dit, il voudrait bien s'appeler n'importe quoi d'autre qu'Haris, donc Kitmir, en référence au chien accompagnateur ou gardien des 7 dormants d'Éphèse, c'est-à-dire ? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ici dans le Coran, il y a le mythe ou le conte des 7 dormants, les 7 dormants qui vont partir dans une grotte, et la grotte se ferme, et puis ils passent dans cette grotte, je crois 300 ans, 400 ans, il y a dans le Coran et dans la Bible, l'Ancien Testament, on trouvera ça. Mais ce qui est, c'est le chien. Haris réclame que c'est lui le descendant de ce chien qui a accompagné le mythe de ces 7 dormants. Dernière séquence de cette émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il nous confirme que chaque langue est une terre d'accueil et que le français a su s'ouvrir à l'arabe. Chouf, regarde, en arabe, cri d'alerte des guetteurs des cités où se déroulent des trafics de drogue. C'est l'un des récents apports de l'arabe en France, mais nos dictionnaires contiennent déjà plus de 400 mots d'origine arabe d'Espagne ou maghrébine, du A comme alcool ou almanach au Z comme zouave ou zénith, en passant par béni-oui-oui, coton, divan, estragon, fou, goudron, hasard, imam, jupe, col. Je poursuis dans l'ordre de notre alphabet qui lui est romain, contrairement aux chiffres qui sont arabes. Lila,
Zebda, magasin, nénuphar, orange, pastèque, quintal, récif, sucre, tambour, uléma, volcan, et glissons vers le Z final comme Zebda qui veut dire beurre, clin d'œil du célèbre groupe toulousain qui n'emploie d'ailleurs que rarement des mots arabes, sauf dans cette chanson. Je le jure, wallah la radim, wallah, 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 wallah. Qu'est-ce que ça veut dire, Amin Zaoui? Wallah la radim. Wallah la radim, c'est au nom de Dieu le grand. Voilà, à propos de Zebda et des beurs, quand vous avez vécu 10 ans en France, vous l'Algérien d'Algérie, est-ce que vous sentiez de la distance ou de la connivence avec ce qu'on appelle les deuxième ou troisième générations de Français originaires d'Algérie? Moi, personnellement, je considère que c'est la troisième génération. Il a un problème de psychoculturel, si je peux utiliser le mot. Ils ne sont pas ni attachés ni détachés. Ils sont en quelque sorte des électrons un peu dans la nature. Je pense que notre rôle en tant qu'intellectuel et l'intelligentsia, grosso modo, les Français, les Maghrébins et tout, on a un très grand devoir vis-à-vis de cette génération, tout ce qui concerne la culture et l'art. Quand il y a une bonne culture, quand il y a l'art noble, on peut mener cette génération vers les bonnes rives. Merci Amin Zaoui. Nous recommandons chaudement aux éditions du Serpent à Plumes votre dernier roman, L'Enfant de l'œuf. Merci également à Corinne, Alexia Dabo, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Denis Dégout. Merci.